Bien, bonjour d'abord, je suis vraiment au regret de ne pas être avec vous physiquement, Covid oblige, en étant qu'à contact. Et donc je vais quand même essayer de me rattraper un petit peu donc, en pouvant vous présenter aujourd'hui ma vision, enfin une certaine vision de la santé des sols, avec aussi une présentation d'un outil pour la mesurer qui s'appelle BioFlow. Donc la santé des sols, ça devient une priorité, je dirais presque sociale et politique. Elle a été d'abord sociale avant d'être politique et je l'ai illustré par cette stratégie pour les sols 2030 qu'a émis la Commission européenne. Hein, donc c'est assez nouveau, ça date de 3 semaines. J'ai essayé un peu d'en reprendre quelques points. D'abord, un constat, c'est que 70% des sols européens sont dégradés, ce qui place l'Europe quand même dans le top des continents, parce que la moyenne, disons, mondiale est entre 35 et 40, 50%. Donc on a effectivement en Europe, du coup, grâce à nos terres, grâce ou à cause de nos terres agricoles, effectivement, une certaine mauvaise santé de nos sols. Alors, il y a aussi un enjeu économique parce que inverser cette tendance à la dégradation et donc réhabiliter ces sols, eh ben, ça pourrait générer jusqu'à 1200 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est lié à ce qu'a dit l'IPBES hein, en 2018. Et donc effectivement, donc, les sols deviennent aussi un enjeu économique. On verra que c'est un point important. Alors qu'est-ce que préconise l'Europe? Bon, on a toujours ces préconisations de type un petit peu wishful seeking, c'est-à-dire en 2050, tous les sols de l'Europe devraient être en bonne santé. Ça veut dire quand même qu'il y a une politique de réhabilitation forte à mener. Et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'en 2023, la Commission proposera donc une loi sur la santé des sols. Et ça pourra effectivement mieux nous engager sur cette voie de réhabilitation des sols. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour effectivement réhabiliter ces sols? Ben, d'abord, c'est en tant que chercheur, je suis plutôt content que la commission dise ça, c'est d'accroître notre connaissance sur effectivement l'impact des pratiques et des changements d'usage sur cette biodiversité et cette santé des sols. Santé des sols et biodiversité sont très liés. Il y a aussi une meilleure définition du concept pour le secteur industriel et financier, parce qu'effectivement, comme je vous dis, ça va devenir un enjeu économique. Il faut aussi développer des techniques modernes d'analyse. C'est autour de ces 3 points que je vais disons, construire un peu ma présentation à travers nos connaissances, une définition du concept, et aussi le développement de techniques modernes. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont fans de musique, mais ils connaissent cette enceinte qui s'appelle une enceinte fantôme, hein, qui a été développée par la Société des Valais, qui a été menée par Quentin Sagnier, qui a vendu ses parts dans la société et qui a donc fondé nos sociétés, qui s'appelait Greenback et maintenant qui est Genesis, qui est une agence mondiale de la notation santé écologique des sols. Et c'est intéressant, parce que on voit que les sols et leur santé deviennent un enjeu économique, ce qui n'était pas vraiment, franchement, le cas avant, au début de ma carrière. Les sols, tout le monde s'en foutait un petit peu d'un point de vue économique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il ne veut pas mesurer vraiment un potentiel de productivité, mais vraiment une qualité environnementale. En fait, c'est presque un Nutri-Score de sol qu'il veut établir, c'est-à-dire savoir si quand vous achetez des légumes, si votre sol, eh ben, il a préservé la biodiversité, s'il y avait une quantité de carbone qui était compatible avec la séquestration du carbone, et si votre sol était plus ou moins pollué. Donc vous aurez une espèce de Nutri-Score de ces 3 composantes, et pour déterminer effectivement si ce que vous achetez n'a pas dégradé la santé de vos sols. Donc on pourra revenir à travers des questions sur ce point-là. Et je voudrais qu'on passe maintenant à une vision. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce concept de qualité et de santé des sols? Donc, je ne sais pas si vous voyez à chaque fois la diapo. Voilà, ça y est. Donc, effectivement, c'est 2 mots qu'on entend un petit peu l'un pour l'autre. Dans la communauté scientifique, les gens qui parlaient de qualité il y a 10 ans parlent de santé maintenant. Donc, il y a un côté peut-être mode aussi. Mais il y a aussi, ça vient aussi du fait qu'en fait, que c'est 2 définitions qui sont relativement proches. Si vous les lisez, c'est en fait, en gros, leur capacité des sols à remplir des fonctions et assurer des services. Après, il y a des petites différences un peu sémantiques,
je ne vais pas forcément détailler. Donc, la notion, par exemple, de système vivant est beaucoup plus prégnante dans la santé des sols. Et il y a aussi la santé végétale, animale et humaine. Donc, ce qu'on appelle le concept de One Health, une santé, un continuum entre la santé des sols et la santé humaine. Alors, moi, j'ai une proposition là-dessus, c'est qu'il faudrait bien différencier qualité et santé. Je pense que la sémantique est importante, et pour un peu clarifier le débat. Et donc, moi, ma proposition, qui fait suite à celle d'ailleurs de Kibble-White, c'est de dire que la qualité, ça serait plutôt lié aux propriétés inhérentes du système sol, c'est-à-dire la texture, la profondeur, le type d'argile. Évidemment, tous les sols n'ont pas une même qualité agronomique. On peut considérer que des sols, par exemple, du Berry, ont plus de potentiel agronomique qu'un sol du Larzac ou des Causses, qui est plutôt dans ma région. Alors que la santé, elle est liée plutôt aux propriétés dynamiques impactées par les pratiques. Donc là, on parle plutôt de matière organique, de stabilité structurale, de maintien de la biodiversité. Et donc, on aurait plutôt une qualité qui serait liée aux caractéristiques du système et une santé qui serait liée aux propriétés qui peuvent être vraiment impactées par les pratiques agricoles. J'aime bien ce schéma qu'avait résumé justement Kibble-White, c'est-à-dire que la qualité, c'est plutôt un niveau potentiel de performance. Je fais 1m71, pour le basket, c'est pas gagné pour moi par rapport à quelqu'un qui fait 1m90, mais si je travaille et si je développe mes capacités, peut-être que je pourrais avoir au moins un niveau équivalent. Ben, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette potentialité intrinsèque, celle-ci peut être affectée par nos pratiques. Et par exemple, le sol A, que je disais, qui était peut-être de l'abri, et le sol B, qui était des causes, si dans le sol A, il a été impacté par des pratiques non soutenables et des pratiques intensives, eh ben, sa santé va être effectivement va être très affectée par rapport au sol B où il y a eu des pratiques un peu plus soutenables, où on a remis de la matière organique, enfin bref, des pratiques que vous connaissez bien. Et donc, vous voyez qu'effectivement, on est plus dans un niveau réel de performance par rapport au niveau potentiel. Alors, cette santé des sols, elle pose quand même problème, notamment à la communauté scientifique, parce qu'en fait, la communauté scientifique, d'abord, elle n'aime pas forcément les métaphores, elle trouve que c'est un mot un petit peu valise, un peu buzzword. Je vous ai mis le portrait d'Richard Dick, qui est donc le président de l'Union internationale des sciences du sol, et qui considère effectivement que ce mot-là, c'est un peu la théorie du tout. Et vous voyez, je vous ai mis quelques noms d'articles, y compris de Philippe Baël récemment sur la santé des sols à la croisée des chemins. Enfin bref, cette métaphore pose question parce que le sol n'est pas un organisme, cette métaphore n'est pas vraiment fonctionnelle pour l'ensemble de la communauté. Alors effectivement, ça pose des problèmes, cette notion de santé des sols. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sol en bonne santé? Si je vous parle d'un air de qualité, de bonne qualité, vous comprendriez, comme une eau aussi de bonne qualité. Mais un sol en bonne santé, je ne suis pas sûr que si on faisait un petit questionnaire entre nous au sein de cette salle, tout le monde aurait la même vue de ce que c'est que la santé des sols. C'est aussi une notion qui est contextualisée, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'apiculture et d'abeilles. Ben effectivement, à ce moment-là, ce qu'il faut promouvoir, c'est plutôt la biodiversité du système et la biodiversité pour que les abeilles puissent butiner. Ça ne va pas être la même chose si vous êtes en grande culture, ça ne va pas être la même chose si vous êtes en maraîchage, vous êtes plutôt sur des propriétés liées à la productivité végétale. Donc effectivement, ça dépend de l'œil, ça dépend de l'acteur. Alors, comme vous l'avez vu, c'est des définitions qui sont très fonctionnalistes, c'est-à-dire, en gros, la santé, c'est la potentialité d'un sol à fournir des services et des fonctions. Mais même les services et les fonctions, elles peuvent être de temps en temps antagonistes. Par exemple, ce que j'ai souligné dans cette diapo, la fourniture d'azote minéral est un service important pour la fertilité des sols, et ça peut être un disservice vis-à-vis de la qualité de l'eau. Et on peut voir ça aussi sur d'autres aspects. Par exemple, si vous séquestrez du carbone à long terme, ça peut être intéressant pour le climat, mais peut-être que vous avez quand même besoin qu'un certain carbone se minéralise aussi pour la fertilité. Donc il faut, cette notion-là, elle implique une notion de compromis qui est souvent pas tout à fait bien
qui est pas bien mise en avant. Excusez-moi, j'ai une petite trêve, ce qui explique un peu le ton. En fait, je trouve que cette métaphore de la santé des sols, comme je le dis, ça provient aussi une évolution de notre vision du sol. Au départ, on est parti d'une vision qui était en fait liée à une ressource. En gros, la fin de la guerre, jusque dans les années 70-80, on a demandé au sol de produire. C'était la fameuse révolution verte qui a eu des effets positifs en termes de production et, comme vous le savez tous, des effets plutôt négatifs en termes d'environnement. Et donc, justement, c'est quand les aspects environnementaux ont commencé à émerger dans la société dans les années 70, 80, 90, on a eu une vision du sol d'un coup qui était plus multifonctionnelle. Il n'était pas là que pour produire notre nourriture, mais il était là aussi pour rendre des services environnementaux, du climat par la séquestration du carbone, mais aussi pour la santé humaine d'être moins polluée, d'être un habitat pour la biodiversité. Vous connaissez toutes ces fonctionnalités qu'on demande maintenant. Donc, en fait, on avait une vision qui partait d'une ressource et qui est devenue un capital à préserver. Et maintenant, depuis les années 2010, le sol est devenu est plus situé dans un continuum d'un écosystème socio-écologique où l'homme est présent comme la plante, comme les animaux et comme la biodiversité du dessus, mais aussi la biodiversité du dessous. On a une forte prégnance de cette biodiversité maintenant et du rôle de cette biodiversité sur le fonctionnement du sol. Et donc, on a une vision, disons, plus holistique et plus intégrée du système sol. J'aime bien cette image, effectivement, d'un monde complexe. C'est une image que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui vient d'un vieux texte bouddhique du Ghana, qui montre que quand il y avait 7 aveugles qui essayaient de décrire un éléphant, et ben, chacun décrivait qu'une partie, et donc ils en venaient aux mains parce que chacun ne comprenait pas ce que l'autre avait perçu. Donc l'un, c'était plutôt un pilier, l'autre, c'était une liane, l'autre, c'était plutôt une lance. Et donc, et ça montre aussi que notre limite, là je parle en tant que scientifique, on a eu une vision un peu partialisée du sol entre pédologues, géologues, écologues ou biologistes. Bref, on a essayé de diviser le sol en compartiments et ce qui est complexe, comme le rappelait Edouard Morin, excusez-moi, c'est ce qui doit être tissé ensemble. Donc, dans cette vision un petit peu holistique et intégrée, il nous a beaucoup manqué. Et c'est ce qu'on doit nous apprendre maintenant en tant que scientifiques, et aussi, effectivement, et avec vous, tous les acteurs du monde agricole. Et c'est notre challenge, à mon avis, sur le sol. Et ce que j'aime bien dans ce concept de santé des sols, c'est qu'effectivement, c'est une métaphore qui est propice au dialogue. J'ai extrait ces phrases du monde agricole de la thèse de Lola Richel, qu'il a passée en 2020, qui est une ethnopédologue. Donc, vous voyez que maintenant, même il y a des ponts entre sciences humaines et sciences, disons, du sol autour de ces questions de santé. Et c'est une notion qui est beaucoup plus familière pour les agriculteurs et les agricultrices. Et là, j'ai extrait donc excusez-moi, des dialogues qui ont été pris en Espagne, dans les Pyrénées, d'agriculteurs qui étaient passés aussi, comme vous, plutôt des agriculteurs en agriculture biologique. Et vous voyez, donc le sol, cette vision métaphorique, le sol c'est un corps humain, il faut lui donner un peu de tout, personne ne peut manger que du jambon, la terre c'est comme une personne, c'est-à-dire qu'elle doit être forte, et si la terre est trop faible, les plantes seront trop faibles. Donc cette notion aussi d'un continuum entre la santé des sols et notre santé humaine. Donc après avoir un peu revu ces notions de santé et qualité des sols, on va passer maintenant à savoir comment les mesurer. Hein. C'était le troisième point qui avait eu extrait donc de ce rapport sur la stratégie pour les sols 2030. C'est quelles sont les techniques et les techniques modernes d'analyse. Alors, je ne vais pas forcément vous parler de techniques modernes, mais on va se poser la question comment mesurer cette santé des sols. Alors, ce n'est pas un point très simple, évidemment, parce que vous savez qu'en tant que chercheur, on est toujours un petit peu paralysé par la complexité du système. Et cependant, les acteurs, que ce soit du secteur agricole ou aussi les acteurs politiques, nous demandent sans cesse de définir des indicateurs très simples. J'ai pris un exemple sur la biodiversité. On cite beaucoup les vers de terre, les colombes, les nématodes ou les carapes, par exemple. Vous voyez que la photo à droite,
ils ne correspondent qu'à une petite partie de cette infime biodiversité qu'on trouve dans les sols. Donc, même si je caractérise les vers de terre, est-ce que c'est un bon proxy, c'est un bon indicateur de l'ensemble de cette biodiversité complexe? C'est ce genre de questions sur lesquelles nous, on doit se prononcer. Alors, est-ce que le Graal, c'est toujours de savoir si est-ce qu'il y aurait un indicateur qui serait intégratif et qui pourrait effectivement nous renseigner sur la bonne santé de nos sols. Alors, j'ai pris cet exemple qui est extrait du projet, un projet CASDAR microbiotaire qui a été mené par Arvalis, différentes, enfin, il y a eu beaucoup de partenaires sur ce point. Et en fait, l'idée, c'était de regarder comment, de prendre énormément d'indicateurs qui sont liés plutôt effectivement, que ce soit des variables physico-chimiques ou des variables biologiques, et de regarder par rapport à différentes modalités. Là, le PRO, donc c'est différents types de produits résiduaires organiques, différents couverts végétaux, différents travails du sol, différents types de rotation et différents systèmes culturaux. Ils ont fait ça dans 20 essais agronomiques de longue durée. Je ne vais pas vous détailler ce tableau, ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est que regardez les couleurs. Donc, quand c'est vert, c'est que l'indicateur a bien répondu. Quand c'est vert foncé, quand c'est jaune, c'est qu'il n'a pas répondu. Donc, après, vous avez des couleurs intermédiaires. Vous voyez qu'il n'y a pas un vert foncé partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un indicateur qui a répondu à l'ensemble des pratiques qui ont été caractérisées. Donc, le Graal du seul indicateur n'existe pas vraiment. Et donc, c'est en fonction effectivement du type de pratique qu'il va falloir peut-être choisir les indicateurs les plus pertinents et aussi de vos objectifs en termes de santé des sols. Alors, là, je vais aborder un point qui est plus personnel, c'est-à-dire comment nous, dans notre équipe, on a abordé cette mesure de la santé des sols. Et on l'a fait à partir d'un constat, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé beaucoup sur la biodiversité, donc je m'intéressais au lien biodiversité et fonction. Et je m'apercevais qu'on mesurait en fait, on parlait de fonction, on en mesurait en fait que très peu. On mesurait plutôt des stocks, c'est-à-dire des propriétés physiques, des propriétés chimiques et des propriétés biologiques. Donc, on mesurait une quantité de vers de terre, donc une quantité d'azote, une quantité de carbone, et puis effectivement des éléments physico-chimiques comme le pH. Et puis, on additionnait tout ça dans une version un peu monsieur plus, c'est-à-dire plus il y avait de carbone, plus il y avait d'azote, plus on considérait qu'un sol est bonne santé. En fait, moi, je travaille essentiellement en milieu tropical. Et si on considère les milieux tropicaux à l'aune de ces caractéristiques-là, c'est tous des milieux qu'on pourrait dire en très mauvaise santé. Pourtant, la savane tropicale, c'est un des milieux les plus productifs du monde. Donc, le fait d'en avoir plus n'est pas forcément synonyme d'une grande productivité. Il y a effectivement un hiatus, il y avait un hiatus avec la métrique. Et ce qu'on a, nous, décidé, oui, alors là, c'est effectivement, comme je l'ai mis en PDF, on ne le voit pas. C'est un peu dommage. Mais en gros, le second problème que j'avais, c'est que, comme on l'a vu, les sols hébergent une diversité extrêmement importante. Et en général, on relie une certaine diversité à une certaine fonction. Je vais prendre l'exemple des vers de terre. On va relier, par exemple, le fait, si on trouve des vers de terre, on va estimer qu'ils vont donc être positifs sur la structuration des sols, notamment à travers les activités de fouissage de la matière organique en faisant des galeries. Alors, c'est tout à fait vrai, seulement la structure du sol, elle dépend aussi des ifs mycéliens, parce qu'ils rentrent dans la stabilité structurale, de la quantité de matière organique dans le système, de la diversité microbienne, aussi d'autres ingénieurs du sol qui peuvent être aussi des carabes ou des larves. Bref, ça va être extrêmement difficile de définir quel est l'organisme le plus important vis-à-vis d'une fonction. Donc, et puis, le deuxième point, c'est que même si vous arrivez avec un ensemble de spécialistes extrêmement pointus à décrire l'ensemble de votre biodiversité, ce qui est quasiment impossible actuellement, vous aurez une idée de qui est là, vous n'aurez aucune idée de qui interagit avec qui. C'est-à-dire, vous ne savez pas si votre ver de terre, il interagit avec les nématodes, interagit avec les champignons. Et donc ça, c'est pour l'instant encore une recherche fondamentale qui reste à faire. Donc, on a un peu refermé la boîte noire en se disant, on ne va pas commencer à caractériser l'ensemble du système dans cette approche que je disais réductionniste. On va s'intéresser aux fonctions et mesurer ces fonctions. Effectivement, en assumant le fait que quand je mesure un maintien de la structure du sol et une amélioration de la structure du sol, ben, je ne vais pas savoir
Si c'est lié à une amélioration de la quantité de matière organique ou des vers de terre, c'est une autre question qu'on peut aborder après. Mais déjà, on saura si la pratique elle a impacté positivement ou négativement cet ensemble de fonctions. Et donc, de ce côté-là, on a c'est pour ça que à cette vision un peu statique et réductionniste de la santé des sols, où on mesurait des quantités d'azote, de carbone, eh ben, on a voulu effectivement substituer une vision plus dynamique, plus intégrative, où les fonctions sont les résultats des interactions des assemblages biotiques, des assemblages de la biodiversité. Et donc, en fait, notre vision, elle s'articulait autour de 3 points majeurs. Le premier point, c'est que si on devait faire des mesures, c'est que ça devait être, notre cible, c'était bien les acteurs du monde agricole. Et donc, ça devait être des mesures qui doivent être compréhensibles et qui doivent être opérationnelles. C'est-à-dire qu'à partir de ces mesures, les gens peuvent considérer prendre des décisions par rapport à leurs pratiques. Que la biodiversité serait au cœur de notre démarche, c'est-à-dire qu'on va mesurer des fonctions qui sont liées à la biodiversité, même si on ne la mesure pas. Et troisièmement, il fallait mettre au point une méthode de notation qui soit facile et compréhensible aussi pour tous les acteurs du monde agricole. Et donc, on a décidé effectivement de mettre en place un outil de terrain facile à utiliser, que les acteurs pouvaient comprendre et pour pouvoir évaluer à la fin eux-mêmes l'efficacité de leur pratique. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'était le début d'un processus. Parce qu'il faut savoir, on a un océan d'indicateurs maintenant. On n'en manque pas des indicateurs. Le problème, c'est plutôt effectivement savoir trier les bons. Et en fait, on l'a fait selon 3 principaux critères. Le premier, c'était que les indicateurs devaient être liés aux 3 fonctions ciblées: transformation du carbone, cycle des nutriments ou maintien de la structure du sol. Par exemple, le pH, c'est un indicateur important, mais il n'est pas lié à une fonction donnée. Donc, pour nous, c'est plus un indicateur de contexte qu'un indicateur fonctionnel. Le deuxième point, c'est être bord de champ. Et je vais peut-être passer un petit peu de temps là-dessus parce que pour nous, c'est assez essentiel. Ce n'est pas qu'on adore travailler au champ, parce que c'est quand même beaucoup de contraintes. Vous êtes bien placé pour le savoir qu'il y a des contraintes du climat, que ce n'est pas toujours facile de tout amener le matériel au champ, ça prend du temps. Mais ce qui est essentiel, c'est de respecter aussi le continuum physique du sol. C'est-à-dire quand vous prenez un sol, vous le tamisez, vous le séchez, vous l'envoyez dans un laboratoire, on enlève à ces sols toutes les propriétés un peu hydrodynamiques, de porosité, de transfert, ce qui fait qu'en fait, ce qu'on envoie, pour moi, n'est plus tout à fait un sol. Donc en fait, on va évaluer peut-être des mesures fonctionnelles mais qui seront potentielles, qui ne sont plus en lien avec la réalité. Donc travailler en bord de champ, c'est aussi respecter cette réalité physique du sol. Et deuxièmement, c'est mesurer aussi la réalité physique des fonctions. Si je mesure une respiration dans le sol, je vais le mesurer avec l'humidité et la température qu'il y aura à ce moment-là. Pas dans un laboratoire à 25 degrés et une température de 30 degrés. Donc, c'est vraiment ne plus être lié aux potentialités, mais à la réalité de la fonction. J'insiste un petit peu sur ce point, mais il est assez fondamental. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on ne fait pas de mesures enzymatiques qui sont pertinentes. Hein, c'est pas, elles peuvent être faites en deuxième en couverture, mais les mesures enzymatiques, c'est bien sur un sol tamisé, séché, réhumecté, et après, ou que vous mettez à pH 7, à une température. Donc, vous avez une réalité d'une fonction. C'est-à-dire que c'est comme quand vous achetez une voiture, peut-être que votre voiture, elle peut aller à 200 km/h quand vous l'achetez, mais dans la réalité, vous êtes plus proche de 40 km/h au regard de la circulation. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette réalité. Effectivement, le troisième point, vous le comprendrez assez vite, ça doit être des indicateurs faciles à mettre en place, à coût raisonnable, effectivement, si on veut le transférer. Il y a une dimension là-dessus qui est importante, c'est la répétition. C'est-à-dire que quand vous avez un indicateur qui a un coût raisonnable, qui est à moins de 0,5 €, faire des répétitions au sein de la parcelle, par exemple, pour prendre en compte la variabilité spatiale de votre système, c'est possible. Si c'est un indicateur qui fait 250 €, vous allez réfléchir 2 fois. Et en fait, le but, c'était bien d'évaluer n'importe quel système agricole. Donc, on n'est pas lié à un système précis,
quel que soit le contexte pédoclimatique. C'est pour ça qu'on n'a pas pris la fonction, par exemple, de régulation des bioagresseurs, parce que ça, c'est trop lié à la culture. Et donc, voilà, ça c'est notre graphique de BioFunkTool. Donc, vous avez 9 indicateurs, avec des indicateurs aussi qui sont liés à l'agroforesterie, mais qui sont un peu spécifiques. Et donc, on a par fonction à peu près 3 ou 4 indicateurs. Je ne vais pas les détailler, il y aura une présentation derrière moi qui sera plus détaillée pour chaque indicateur. Et donc, ça, c'est la liste. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas détailler les indicateurs, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que tous les indicateurs ont été déjà publiés, donc on n'a rien inventé, c'est l'agrégation qui a été notre caractéristique. Et ils sont aussi tous indicateurs d'assemblage biologique différents, macro, faune, ingénieur du sol, micro-organismes. Donc, on a bien une relation indicateur et biodiversité, et ils ont tous été déjà validés. Alors, la manière de présenter des résultats, c'est aussi un point important, selon que vos publics soient plutôt un public scientifique ou des praticiens de terrain. Donc, si c'est un public plutôt scientifique, eh ben, on va rester sur des approches statistiques multivariées, par exemple. Mais si c'est des praticiens de terrain, on va essayer de condenser l'information sous forme d'histogrammes. Donc, on a produit ce qu'on appelle un sol qualité index, un index de qualité, un index de santé des sols, qui est entre 0 et 1. Et donc, plus on est évidemment proche de 1, mieux c'est. Plus proche de 0, eh ben, c'est plus proche d'une grosse dégradation. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément la valeur de cet index, mais aussi la proportion relative de chaque fonction à l'intérieur de cet index. Vous avez donc ce set de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, non, de toute façon, avec. Donc, par exemple, le bleu, c'est le maintien de la structure des sols. En vert, c'est le cycle de nutriments. Et en marron, c'est la dynamique du carbone. Vous voyez, par exemple, que pour deux mêmes valeurs, vous pouvez avoir des proportions relatives différentes. Donc, pour vous montrer un exemple de résultat, donc là, on différencie deux pratiques. J'ai pris des résultats qui pourraient vous intéresser directement, parce que c'est l'agriculture de conservation. Donc ça, c'est pas en France, mais on l'a fait aussi en France, je vous en montrerai. Donc là, c'est au Cambodge et en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes systèmes. Donc, on a comparé agriculture conventionnelle et agriculture, c'est du semi-direct, avec monoculture ou culture associée, donc c'est soja-maïs. Et dans deux contextes pédoclimatiques qui n'ont rien à voir. Et vous voyez que les tendances sont globalement les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure santé des sols dans le cadre de l'agriculture de conservation que pour l'agriculture conventionnelle, et notamment dû à l'impact du labour. Et donc là, vous voyez assez clairement qu'on peut avoir des différences assez notables de proportion relative des fonctions. Alors, j'ai essayé de trouver aussi des exemples un petit peu plus liés à la région du Gers. Donc là, on l'a fait, c'est un travail qu'on a fait avec Terrinovia, notamment Bernard Garrick, vous connaissez peut-être. Et donc, on a effectivement comparé des systèmes conventionnels avec des systèmes avec couvert et travail réduit. Et là, j'ai pris deux exemples. Hein, c'était juste pour, je pense que là, comme je disais tout à l'heure, on aura une présentation après plus liée je pense, au contexte du Gers. Et on a ici, par exemple, la Croix et Cantat, on a 10 ans en semi-direct avec une couverture permanente. Et en Cantat, on a l'idem, c'est-à-dire c'est pareil que Croix, mais seulement depuis 2 ans. Donc, on a en fait une vision de la dynamique temporelle, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe après 10 ans par rapport à 2 ans. On voit qu'il y a une vraie différence significative en termes de santé des sols. Donc, 8 ans après, on a une vraie amélioration du système par rapport à quelqu'un qui était passé seulement après 2 ans. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un outil qui nous permet aussi de montrer l'impact de la transition agroécologique, parce qu'on parle, la transition est bien un phénomène dynamique, mais il faut bien aussi avoir des propriétés dynamiques pour mesurer un système justement qui l'est aussi. C'est un peu tautologique ce que je dis, mais je pense que vous l'avez compris. Et donc, il y a une comparaison aussi de pratiques, c'est-à-dire là, on voit une comparaison de 3 ans de travail réduit du sol avec couverture hivernale, avec une févrole, avec un labour conventionnel et un sol nu. Donc ça, c'est vraiment peut-être la plus... effectivement, on s'attendait un petit peu à ce type de résultat, mais vous voyez quand même qu'on a plus qu'un doublement du niveau de santé des sols. Et notamment, on voit que des fonctions sont plus affectées que d'autres.
On a un triplement, par exemple, du cycle de nutriments, ça c'est un point important. Et aussi, enfin, l'ensemble des propriétés sont augmentées, mais la dynamique du carbone et cycle de nutriments sont sont les deux fonctions qui sont le plus impactées. Donc, j'ai arrivé à la conclusion. Je pense que je suis un peu dans les temps, j'espère. Donc, vous avez vu que la santé des sols, c'est devenu un enjeu sociétal et économique. Donc, il va falloir être vigilant sur ce point-là, parce qu'il ne faut pas que non plus. Il faut que les sociétés qui vont se positionner respectent quand même une certaine déontologie de la mesure et que ce soit scientifique et éthique. Deuxièmement, cette notion, elle doit être quand même encore mieux définie par rapport aux autres définitions. Qualité, fertilité, je pense qu'il est intéressant qu'on ait tous une vision partagée de ce concept de santé des sols. Alors, après, c'est peut-être un peu plus personnel, c'est que la santé des sols, pour moi, doit être mesurée avec des outils accessibles et intelligibles pour le monde agricole. Elle doit rester quelque chose en connexion directe avec le monde agricole. Ce n'est pas quelque chose de chercheur et de laboratoire d'analyse. Et là, bon, sur Biofunctoo, ce que je vous présentais à la fin, c'est qu'on a pu mettre en place un outil de terrain validé. Hein. On a à peu près 7 publications là-dessus. On l'a fait sur les 3 continents. On est à peu près à 1500 points dans des contextes pédoclimatiques complètement différents et qui permet de caractériser donc l'impact de ces pratiques sur la santé des sols. Alors, sur ce plan-là, des perspectives justement de cet outil-là, on n'est pas complètement satisfait encore. On voudrait faire de Biofunctoo un outil 100% terrain, parce qu'il y a une partie encore laboratoire de conception des outils, et puis après, par exemple, l'analyse des nutriments, par exemple de l'azote, notamment minéral, elle se fait au laboratoire. Donc on est en train actuellement, on a un projet qui a commencé, pour qu'une fois qu'on soit sur le terrain, l'ensemble des analyses se fassent sur le terrain. Il y aura toute une petite préparation en amont qui doit être faite, enfin dans un milieu, pas forcément un laboratoire, ça peut être une cuisine équipée. Sinon aussi, ce qu'on voudrait développer, c'est un kit moins onéreux et plus facile à utiliser. Le kit actuellement de départ, si vous l'achetez, il faut acheter les différentes composantes dans différentes sociétés, ça vaut dans les 4 000 euros. Bon, après, il y a un après, c'est pas cher par point à faire, mais il y a quand même un achat initial qui est quand même relativement onéreux. Donc, on va essayer de rendre moins onéreux et plus facile à utiliser, encore plus opérationnel. Et ça, on va le faire avec Jacques Thomas dans un cadre d'un projet France Relance. Et on va aussi développer en parallèle une appli pour tous les indicateurs, aussi avec des tutos pour les utiliser et pour notamment traiter automatiquement les résultats, parce que ça, c'est un des points qui reste sensible, c'est que une fois que vous avez obtenu tous vos résultats, il y a un traitement un petit peu statistique qui n'est pas toujours facile à effectuer. Et ça, c'est un deuxième plan France Relance avec un start-up qui s'appelle Itumba. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop long. Je serais très ravi de pouvoir répondre à vos questions.